l'événement de God Valley a enfin lieu. Des personnalités du monde entier se sont réunies pour s'affronter dans l'ultime bataille. Mais comme souvent avec autant de monde, de nombreux secrets et détails obscurs finissant par se perdre. Par exemple, le nouveau titre japonais de Gonko, Gesh, qui révèle quel est le réceptacle des mots, ou encore la possible ascendance de Pirate de Barbe Noire. Alors, analysons tout cela. Sur la couverture, Yamato a enfin achevé son pèlerinage et retourne à la capitale des fleurs. Il se tient au sommet d'une colline au nord-est de la ville, un endroit qui, soit dit en passant, n'apparaissait pas dans les représentations précédentes. Même si nous avons déjà eu droit à de superbes vues aériennes, on peut accorder le bénéfice du doute à Oda. À l'arrière-plan, on aperçoit le château du shogun et le mont Fuji, ainsi que le quartier de Sakyo, reconnaissable à sa grande pagode où Danger vivait autrefois lorsqu'il était Yakuza. Sur cette colline se dresse un sanctuaire dédié à Odin et à ses compagnons d'armes, où, comme l'indique le texte, Louis et ses camarades sont honorés pour leur service rendu au pays. Vous vous souvenez peut-être vaguement que cela avait été mentionné à la fin de l'arc Wano, dans le chapitre 1052, lorsque Kinemon exprimait son désir de construire un sanctuaire à Odin sur une colline surplombant la capitale des fleurs, où lui et ceux qui ont combattu pour Fanuana seraient vénérés, y compris d'anciens daimyo tels que Yasui et probablement d'autres comme Shimotsuki, Shimaru Fugatsue et Usuzuki Temperatu. À leur côté se seraient également inhumés Asher Doji et moi, afin qu'ils puissent tous reposer et en paix, contemplant à jamais la beauté de leur capitale. Un lieu que même Yasu a évoqué lors de son exécution. De retour à God Valley, les membres du clan Davy sont maintenant présentés sur scène. Comme mentionné précédemment, il devrait être qu'une douzaine, étant donné qu'il y a 13 lapins en compter Kuma le boucanier. Mais je me demande s'ils ont aussi mis la mère de Teach avec eux ou s'ils savent que parce qu'ils n'appartiennent pas au clan, mais qu'elle est entrée par mariage. Bien que les chiffres soient difficiles, sur scène, car on n'en voit qu'une dizaine, il était possible que 3 sans autre soit cachés derrière les grands chefs gaillards. Et d'ailleurs, on aperçoit brièvement la mère de Teach, avec ses cheveux hérissés et son regard perçant. Bien que Teach ait manifestement hérité des yeux de son père, elle tente de protéger son enfant. Malheureusement, T est confronté à l'horreur des dragons célestes, un traumatisme qui le marquera sans doute longtemps. Parmi les autres membres du clan Davy, on remarque cependant des hommes plutôt imposants. Et chose intéressante, l'un d'eux porte même un chapeau qui ressemble à un chapeau de paille. Mais je me demande si cela a une signification plus profonde ou si Otis se moque simplement de nous. Ce qui est étrange, c'est le commentaire d'un membre du public qui affirme en substance « Vous devez être des pirates, vous aussi non ». Ce commentaire semble faire référence aux membres les plus imposants du clan à la carrure massive qui rappelle celle de pirates comme Kumai. Le dragon céleste suppose donc que certains membres du clan Davy sont des pirates, mais nous ne disposons que de cette supposition. Il est donc difficile d'affirmer avec certitude qu'il s'agit réellement de flibustiers ou s'il s'agit simplement d'une remarque fortuite, une simple spéculation. Toutefois, il serait étrange de l'inclure si ce n'était pas le cas. De plus, ce commentaire ne semble pas correspondre à ce qu'il aurait fait sans connaître au moins un peu cette histoire. Cela dit, l'idée de Al n'est pas nouvelle. Depuis des années, on se demande si Barbe de Noir possède du sang de pirate, et si cela explique sa morphologie particulière. Marco l'avait d'ailleurs évoqué pour justifier ses 2 pouvoirs de fruits du démon. Cela pourrait expliquer bien des choses. Comme Vegapunk l'a laissé entendre à propos de Kuma, le don particulier des pirates semble lié à l'idée que la volonté subsiste après la mort.
Il n'a cependant pas pu développer son propos car il a été interrompu et les détails restent donc flous. Je me demande donc si Jabek était lui aussi un pirate, car la mère du professeur ne semble pas avoir la taille requise. Bien que Jabek soit plus mince, il n'en reste pas moins un homme de forte corpulence. C'est peut-être la raison pour laquelle sa volonté a fini par survivre en Teach. Et cela expliquerait comment Jabek aurait pu, hypothétiquement, continuer à vivre dans le corps de Teach, comme nous l'avons longtemps supposé, et comment la présence de deux âmes dans un seul corps permettrait à l'une d'entre elles de consommer deux fruits d'Ol. Cela expliquerait peut-être aussi pourquoi il ne dort pas, de la même manière que la volonté de Kuma demeure en lui même si nous sommes techniquement morts. Ace affirme que le professeur a vécu 2 fois plus longtemps qu'une personne normale, une phrase qu'Odish Daesh a jugée très importante. Cela pourrait non seulement expliquer pourquoi il ne dort pas, mais aussi suggérer qu'il s'agit peut-être de sa seconde vie à suivre. Par ailleurs, je ne veux pas trop importuner Oda avec ses incohérences, mais la taille de la Shtinon est ici complètement différente de celle du chapitre 1095. On ne sait pas s'il s'agissait simplement d'une scène à la taille d'un humain. Ici, c'est une véritable arène. Mais surtout, c'est intéressant car cela donne aux 9 coffres au trésor, contrairement aux 6 d'origine, une apparence particulièrement gigantesque, alors qu'ils ne sont pas censés l'être comme on le voit plus tard, puisqu'ils sont censés abriter uniquement des druzes. Comme le remarquent Saturn et Garling, ce dernier affirme que la découverte du clan Davy ici n'était qu'un coup du sort, un concept intéressant à aborder, d'autant plus que Jabek parlait lui aussi de destin dans le chapitre précédent et que l'île est justement intitulée « L'île du destin ». Le dialogue entre les deux est d'autant plus pertinent que Garling finira lui aussi par prendre la place de Saturne. Par ailleurs, comme nous l'avions supposé, la mère qui parle à Dragon est bien celle de Shanks et Shamrock. Cependant, là encore, nous ne voyons pas son visage. Elle supplie Dragon d'éloigner ses enfants de Garling. Face à ce dernier souhait, Dragon ne peut s'empêcher d'agir. Les Marines sont censés avoir quitté l'île, restant à bord des navires pour empêcher toute fuite par la mer. Mais Dragon demeure fidèle à ses convictions. Au même moment, le tournoi génocidaire commence donnant aux lapins 1 heure pour se cacher avant d'être traqués. On leur promet la libération s'ils survivent 3 semaines. Une telle survie paraît déjà improbable, car Evankov nous explique que tout survivant, après ces 3 semaines, sera exécuté. On leur fait miroiter une chance de survie pour les maintenir dans une fuite désespérée. L'horreur de ce jeu est indescriptible, dans ce qui est sans doute l'un des chapitres de One Piece les plus difficiles à lire. Depuis longtemps, familles aînées et enfants ne sont à l'abri de ce jeu pervers. Pendant ce temps, la partie est retransmise en direct aux autres dragons célestes et Marie-Jua qui la regardent pour leur propre plaisir. Plusieurs familles s'affrontent pour la gloire de meilleure croix des champions. Parmi elles, on trouve des mentions non seulement des familles Figureland, Manmayesh et Schaffer, mais de la famille Msha et Babeto, l'une des familles encore sans nom dont nous attendions le nom. Le nom Babto peut être romanisé de différentes manières. Babette, Babèche ou Babt. Il est donc difficile de savoir à quelle transcription Oda fait référence. Outre les Nefeltari exilés, les 19 familles fondatrices comprenaient désormais les Neona, les Figureland, les Jara, les Marcus, les Tubman, les Ethan Barons, les Shefford, les Manmaya 1, les Azanti, Donioti, etc. Yamashifus, et maintenant les Bavads, avec 8 autres personnes encore sans nom. En parlant des mères, on découvre Gonko, ou plutôt son titre complet de mère, Saint Man. Gonko est affiché ici probablement pour que Oda rappelle au lecteur
qui ignorait que son nom était Redkin et corrigé en Smen Maya Gunko. Le nom San Gunko est officiellement romanisé en japonais, ce qui montre que Oda souhaite utiliser sainte pour les hommes comme pour les femmes, à l'instar de la traduction officielle. Comme je l'ai expliqué précédemment, les dragons célestes mâles portent le suffixe honorifique su qui signifie saint ou sacré, tandis que les femelles portent le suffixe honorifique girl et utilisé pour les membres de la famille royale japonaise et qui signifie fondamentalement dame ou princesse. J'avais proposé d'utiliser sainte et trux pour les distinguer, ce qui, bien que légèrement incorrect en anglais, correspond mieux à l'idée. Mais je suppose que Oda a opté pour la forme standardisée et plus correcte, sainte, pour les deux, même si cela signifie que cette petite nuance se perd dans la traduction. Le titre de Gonko était bien étudié en plus. Intéressant, car il semble lui être propre. C'est un terme complexe. Alors, analysons-le élément par élément. Tout d'abord, Kami signifie Dieu, terme souvent employé ici pour désigner l'ému. Imaginez le Dieu régnant sur ce monde. Shuen est un mot unique, créé par Oda, combinant les kanji de serviteur et de l'âme. No est la particule possessive qui rattache le Shuen à Kami. Cela signifie que Kami no Shuen se traduit par l'âme servante du Dieu. Ce terme prend tout son sens car Gunkei est ici défini comme le serviteur personnel d'Emma à l'instar de sa lame. En japonais, être la lame de quelqu'un, ou dans une certaine mesure, son couteau signifie être son serviteur, son garde, prêt à l'assister en toutes circonstances. Ce titre définit donc Gonko comme la lame servante personnelle d'Emma. Avec le recul, cela éclaire bien des choses. Cela explique pourquoi nous avons vu Gonko servir ému dans la salle des fleurs lors de l'invasion de Jabak agenouillé devant elle et portant un voile très semblable à celui d'ému. Cela explique aussi pourquoi Gonko possède l'aronomie également, visible dans ce chapitre. C'est ce même pouvoir qui a tué le cobra dans la salle du trône vide. Bien qu'il soit possible que Gonko se soit caché dans cette pièce pour obéir aux ordres d'Emu, il semble que la flèche provienne directement d'Emu. Il serait donc logique qu'Emu réconforte Gonko avec un pouvoir qu'ils possèdent tous deux, tant leur vie semble intrinsèquement liée. Ainsi, cela semble confirmer qu'Emu est la seule à pouvoir posséder directement Gonko, contrairement aux chevaliers divins ou à tous ceux qui portent une marque. Cela paraît logique, puisque elle est, après tout, la lame servante d'Emu. Néanmoins, elle ne semble pas vouloir accepter ce destin. Des bribes de son passé suggèrent qu'elle a vécu un événement tragique avec son père à une époque où elle portait la même tenue qu'aujourd'hui. Une tenue que l'on remarque maintenant avec une jupe et une ouverture. Parallèlement, elle se souvient avoir passé du temps avec Brooke lorsqu'elle était plus jeune. L'implication est donc qu'elle a subi un lavage de cerveau de la part d'Emu et qu'elle a été contrainte de la servir depuis tout ce temps comme son assistante personnelle, ce qui expliquerait également pourquoi elle et le commandant Shamrock ont été envoyés à Albehef. Parmi les chevaliers divins les plus importants, cependant, le fait qu'elle agisse contre son gré est d'autant plus ironique que dans la version japonaise, la dimension stratégique de la guerre est ici très claire. Oda a combiné deux mots, serviteur et lame, pour créer l'expression « un lame serviteur ». En japonais, le mot « shuen » est généralement associé à un terme beaucoup plus courant, « shuen », qui signifie « prisonnier ». Gonko est en effet prisonnière d'un émeu contrainte de servir Dieu contre son gré. Je me demande si Gunko est vraiment son nom, car comme mentionné précédemment, il est composé des kanjis signifiant militaire et enfant. Enfant/fil, ce qui signifie fondamentalement enfant de soldat. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que l'un des dragons célestes, spécialisé dans les chevaliers Gahuri, parle de Gonko en disant
Es-tu sûr qu'elle était toujours une lame divine détenue par les chevaliers divins? La formulation laisse entendre qu'elle est sous les ordres des chevaliers divins. Cela signifie soit que le poste de servante d'Emma est dévalorisé au point d'être moins prestigieux que celui de chevalier divin, ce qui corrobore notre observation selon laquelle Goko est traitée comme une prisonnière d'Imu, soit que le poste de servante Blade s'apparente davantage à un apprentissage auprès des chevaliers divins. C'est en amant divin. Goko n'étant pas encore pleinement devenue une chevalière divine, mais s'entraînant pour le devenir. C'est d'autant plus intéressant que dans le volume Redcon, le titre de chevalière divine d'Elbaf de Goenka a été supprimé, bien qu'il figure encore quelques chapitres auparavant lors de sa première apparition. Cela se tient puisqu'elle n'apparaît pas dans la liste à la fin du chapitre, mais difficile d'en être certain vu son lien avec Emo et le fait qu'elle soit la seule à ce jour à posséder ce titre unique. Parallèlement, le jeune Summers se comporte comme un monstre et abominable, utilisant ses pouvoirs, qu'il possédait déjà, pour torturer un enfant. J'ai d'autant plus hâte de le voir se faire anéantir par Gabin, car les deux se sont déjà rencontrés, et il est fort probable que ce soit là que Gabin ait traumatisé Summers, le laissant indélébile. Et malheureusement, les horreurs se poursuivent, et Dragon et son train de contaminating des témoins, ce qui bouleverse sa vision du monde et ouvre la voie à une petite étincelle de révolution. Une partie de cette étincelle, cependant, est inspirée par le jeune Ivankov qui s'accroche à l'espoir de la libération dans une scène déjà vue au chapitre 1004-26. Ce que nous n'avons pas vu, c'est que Ivankov Kuma et les autres ont failli être abattus par un fusil, mais Dragon les a défendus en tirant sur le dragon céleste, avec une de ses balles tranquillisantes, leur permettant ainsi de survivre. Bien sûr, plus tard, Ivankov recroisera Dragon, ce qui le mènera à rejoindre les combattants de la liberté, et plus tard encore, avec Kuma, à fonder l'armée révolutionnaire. Mais alors que tout espoir semble s'évanouir soudain, les esprits de la roche débarquent sur l'île. Jepsi, Barl, Shikikyo, John, Nugeti, Stuzy, Gloriosa, Strozen, Omneninamsia, Geet Aimlis et Kaido sont tous présents ainsi que quelques autres absents comme Gilles Bastard. Mais, comme on nous l'a dit, Uko était bel et bien et Benin était absent et prétextant une excuse fallacieuse. Leur objectif principal est de secourir Shaki, mais ils convoitent également les trésors qui s'y trouvent, notamment les fruits et fruits du démon. Whitebeard semble en réalité considérer Shaki comme une amie et souhaite la sauver par conséquent, même s'il a toujours le béguin pour elle, tandis que Big Mom et Kaido sont à la recherche des fruits du démon. Curieusement, Barbell a désormais les cheveux rasés comme dans le chapitre 1004-26, ce qui confirme la cohérence de cette différence. De plus bien que déjà aperçu, il est à noter que Newgate arborait un Jolly Roger unique en forme d'école avec sa moustache différent de celui plus simple qu'il arbore plus tard lorsqu'il forme son propre équipage pirate. On peut également apercevoir Shiki et Kyo à l'arrière-plan se chamaillant comme on nous l'avait indiqué après tout. Ils étaient rivaux. Le capitaine John continue de boire autant qu'on l'a vu dans le chapitre 1096 et même lorsqu'il était un zombie à Thriller Park. Apparemment, l'alcoolisme a la vie dure. Je dois cependant rectifier une information de ma dernière vidéo. John a survécu à God Valley, car il aurait été assassiné par son équipage pour avoir refusé de révéler l'emplacement de son trésor légendaire. Ce trésor reste un mystère à ce jour, et Buggy cherche à le trouver. Un indice devrait se trouver dans son bracelet que Olafie a récupéré à Thriller Bark et qu'il a ensuite donné à Buggy à Impulse Down. Je me demande toutefois si ce trésor pourrait être l'un de ceux que l'on trouve ici, dans la vallée des dieux. Dans le chaos qui s'ensuit, Dragon en profite pour capturer les jumeaux, Shanks et Shamrock. Mais nous savons finalement que seul l'un d'eux finira entre les mains de Roger. Je me demande alors
Comment ils se sont séparés? J'imagine que Dragon les a peut-être mis dans des coffres différents. Mais peut-être que Garling a gardé un des coffres à la Vallée des Dieux, tandis que l'autre a fini chez les pirates de Rudjé. D'ailleurs, en parlant des jumeaux, leur existence était déjà annoncée dans le chapitre 1096. Au début du chapitre, Garling dit « Regardez-moi les enfants ». Beaucoup ont mal interprété ces mots, y voyant une moquerie d'Aïadédé envers les autres chevaliers divins. Mais là-bas, la formulation japonaise ne sonnait pas comme une insulte condescendante, mais plutôt comme une référence à des enfants compte tenu du terme employé. Il est donc logique qu'il parle des jumeaux, leur disant en substance « Regardez comme votre père est formidable ». À la suite des pirates de Rocks, les pirates de Rudjé, dont le fils se trouve également sur l'île, sont prêts à affronter Shaki au point de trembler devant Roger. Derrière lui, on aperçoit également Roger et ses compagnons qui s'échangent des entonnants regards noirs illustrant parfaitement leur dynamique à la Zoro et Sanji. Plus loin derrière, on trouve également Peter Moo Max Marks, Taro, Jackson Banner, dont beaucoup disent qu'il rappelle Na et qui ne réfute pas ces allégations, en reprenant ici la pose emblématique. Rangaram Mugan M, Mamora Milpain et Donino. Au chapitre 1096, on entend un faible cri de Roger disant « Venez ici, Roger » et Jebek disant « Pousse-toi, Roger » disant « Ce qui est plus logique car Dash ne voulait peut-être pas affronter Roger Dash immédiatement, préférant se concentrer avant tout sur le sauvetage de sa famille. Pour les arrêter, les chevaliers divins entrent en action et on en voit beaucoup plus qu'auparavant. Le nom lui-même est romanisé par Oda en Knights of God, ce qui correspond fondamentalement à la même définition que les chevaliers du dieu, simplement écrit avec un « off » à la place. Cependant, cela montre bien que leur nom fait référence à leur statut de chevalier au service de Dieu. En l'occurrence, Dieu étant une fois de plus ému. La traduction officielle a malheureusement traduit leur nom par « Jaji Shem Dame Saetamati ». Les chevaliers sacrés sachent, ce qui, je peux le comprendre, fait référence à la Terre Sainte. Mais des chevaliers de Dieu, ou simplement chevalier Tibes, la traduction la plus juste. Parmi eux, on retrouve Garling et Ometa un des derniers, brandissant son épée à pointe. À ses côtés, on aperçoit également la vime aux cheveux bleus de la famille Manmeyer, retenu avec Gonko dans le chapitre précédent et est apparu pour la première fois en 1080. On a désormais la confirmation qu'elle était bien des chevalières bien et divine. Près de Garling se tient cette femme aux longs cheveux. Elle a aussi apparu pour la première fois en 1096. Bien que représentée comme foncée, ses cheveux sont blonds dans l'animé. On découvre également son arme, pour la première fois, une sorte de lance ou d'épée à la lame très triangulaire. En face d'elle se trouve l'autre chevalier que nous avons vu au chapitre 1080. C'est un homme de grande taille, portant un crâne de vache similaire à celui de Rhodes, bien que Rhodes portât un crâne de Musa, comme nous l'avions vu précédemment. Il semble porter une fauque, et ces deux-là ont eu une brève réplique dans l'animé si vous êtes curieux d'entendre leur voix, ce qui indique que l'homme au crâne est en fait un homme. Mais au-delà d'eux, nous avons deux nouveaux chevaliers armés de fusils. L'un d'eux est une femme très grande, comme on peut le voir à sa poitrine qui possède curieusement de petites cornes, des dents pointues,
des cheveux bicolorés et des mains particulièrement grandes, tout en fumant ce qui ressemble à un cigare. On ne peut pas déduire grand-chose de plus d'elle, mais ses dents pointues et sa bouche rappellent fortement celle de Killing Gams, ce qui signifie qu'elle pourrait être sa mère ou simplement un autre membre de la famille Remo Shifu. Et derrière se trouve cette chose qui ressemble un peu à un yeti, mais qui semble aussi avoir des ailes de chauve-souris, de grandes cornes, des dents acérées et une barbe imposante. À propos des ailes, je me demande si cette barbe fait partie de ses pouvoirs ou si c'est simplement dû à son apparence de vieil homme barbu. Les ailes sont l'élément le plus caractéristique ici. Mon hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'une sorte de démon chauve-souris transformé capable de tuer grâce à un fruit ou à un pouvoir démoniaque. Il pourrait s'agir de n'importe quelle chauve-souris démoniaque mythique comme le Yamai Yokai, les Kamatotes Mayas ou le Bataibat Ilocano. Les pirates continuent d'avancer tandis que Barbe Blanche et Shiki fauchent les marines. Shiki parvenant notamment à se maintenir en l'air grâce à ses pouvoirs. Soudain, une boulette de canon s'écrase sur l'île tel un météore. Un météore. La flotte de Garb arrive reconnaissable, à la tête de chien emblématique qu'il utilise depuis toujours. Arrive alors bien sûr le vice-amiral Garp, qui lance des boulets de canon comme il l'a fait contre Luffy. À ses côtés se trouve son fidèle Bogart, qui paraît bien plus âgé qu'il n'y paraît, puisqu'il était déjà là il y a 38 ans et semble déjà avoir pris de l'âge. Ainsi, toutes les légendes sont réunies à God Valley. Le Rock Spearo, les pirates essayent de rager, les chevaliers de Vashinkinen et Garp et ses marines. Nous savons maintenant comment l'histoire va se dérouler. Roger et Garp s'allieront contre les Rocks et élimineront l'équipage une fois pour toutes, tandis que l'île elle-même disparaîtra sans laisser de traces. Mais que cachent encore ces événements historiques? Et quelle est la véritable vérité sur cet incident qui a marqué un tournant